bonjour à tous. Donc notre voyage aujourd'hui vers la transformation digitale commence en Mélanésie. En fait, la Mélanésie, c'est une région au nord de l'Océanie, donc vers l'Australie, composée d'îles. Et parmi ces îles, on trouve notamment la Papouasie. Et ça, c'est un papou. Excusez-moi. Vous êtes un peu impressionnant vu d'ici. Euh, et donc, à la fin du 19e siècle, en fait, la Mélanésie a été colonisée par les Australiens, en fait par l'Empire britannique auquel appartient l'Australie. Puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Mélanésie a servi de base avancée pour les Alliés. Et en fait, la rencontre entre les Papous et les Occidentaux, ça a été un vrai choc de culture. Il faut se mettre à la place des Papous, qui ont vu débarquer des bateaux, des avions remplis de marchandises. De la nourriture, certes, mais aussi des objets technologiques dont qu'ils n'avaient jamais vu avant, en fait. Par exemple, des phonographes, des appareils photographiques, des armes. Et vu leur niveau technologique, en fait, la façon de fabriquer ces objets était complètement mystérieuse pour eux. Ils ne pouvaient pas comprendre comment l'homme pouvait fabriquer de telles choses. Pire, ils ne pouvaient pas comprendre non plus tout le processus logistique qu'il y avait entre le moment où un opérateur radio demandait du ravitaillement et le moment où ce ravitaillement arrivait effectivement quelques jours plus tard. Toutes les opérations cachées derrière qui composent ce processus logistique, ça échappait complètement à leur entendement. Pour autant, l'homme est ainsi fait, il faut qu'on essaye de comprendre comment fonctionne ce qui nous entoure, et les Papous ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Ils se sont dit que ces objets merveilleux ne pouvaient pas avoir été fabriqués par l'homme. Donc, c'était nécessairement des cadeaux divins. Mais dans ce cas, pourquoi les Occidentaux, en fait, avaient ces cadeaux divins et eux pas? C'est probablement parce que les Occidentaux avaient des comportements qui plaisaient aux dieux et que les Papous n'avaient pas ces comportements. Du coup, ils se sont mis à observer les comportements des Occidentaux de façon à pouvoir les imiter. Ils ont identifié des artefacts, ils ont identifié des comportements récurrents, ils les ont intégrés dans une véritable religion, en fait, un culte. Et en anglais, marchandise, ça se dit cargo, d'où le terme de cargo culte. Alors le cargo culte, ça a par exemple donné naissance à ça, ou encore ça. On voit que c'est quand même assez élaboré. Hein. Là, un avion, une antenne, ce sont des artefacts. Mais je vous ai dit qu'ils ont aussi imité des comportements. Je vous ai expliqué qu'effectivement, ils voyaient les opérateurs radio occidentaux parler dans leur poste de radio pour demander du ravitaillement, et que quelques jours plus tard, lorsqu'on allumait les pistes d'atterrissage que les Occidentaux avaient construites, eh bien, un avion arrivait, atterrissait sur cette piste et déposait les marchandises qui étaient tellement convoitées par les Papous. Du coup, les Papous ont construit des postes de radio en bois, avec des écouteurs en coquille de noix de coco, et ils se sont mis à parler très régulièrement dedans pour demander des choses. Ils se sont mis aussi à allumer des feux le long de pistes d'atterrissage qu'ils avaient tracées dans la terre battue, de façon à guider les avions qui allaient forcément atterrir pour leur amener ces marchandises qu'ils demandaient. Bon, bah, bien sûr, aucun avion n'a jamais atterri. Donc on peut dire que le cargo culte, effectivement, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, c'est le fait d'imiter des comportements sans en comprendre vraiment le fonctionnement, en espérant obtenir les mêmes résultats. C'est un concept anthropologique, mais qui a été repris en fait comme une métaphore par Richard Feynman en 1974, qui a parlé de cargo cult science. Dans le domaine de l'informatique, on parle par exemple de cargo cult programming. Alors, depuis les Papous et la fin du 19e siècle, le monde a extrêmement changé. Et il change de plus en plus vite depuis le début de la transformation, de la révolution numérique. Et les entreprises historiques, aujourd'hui, doivent mener leur transformation digitale. D'abord pour pouvoir survivre face à ces nouveaux entrants des pure players digitaux qui viennent menacer en fait leur hégémonie, mais aussi pour trouver des nouveaux leviers de développement. Ok.
Mais les entreprises historiques ne savent pas trop comment s'y prendre pour mener leur transformation digitale. Et en fait, c'est naturel, elles vont chercher des modèles de réussite dans le domaine du digital pour pouvoir s'en inspirer. Un peu finalement comme les Papous ont observé les Occidentaux avec leurs marchandises. Et le modèle de prédilection, le modèle de réussite dans le digital, c'est la licorne. Alors les licornes, on en a parlé plusieurs fois au cours de ces 2 jours. C'est quoi? Une licorne, c'est une start-up qui a été valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Alors les licornes, on en trouve principalement dans la Silicon Valley, mais pas que. Il y en a aussi en France, comme par exemple BlaBlaCar ou OVH. Ce sont des startups qui ont connu un succès foudroyant, qu'on mesure en général non pas à l'efficacité de leur business model, mais plus au nombre de leurs utilisateurs, par exemple. Parmi toutes ces startups, parmi toutes ces licornes, il y en a une en fait qui inspire de nombreux cargos cultes dans le domaine de la transformation digitale. C'est Spotify. En fait, Spotify, donc c'est une startup suédoise qui aujourd'hui compte plus de 140 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Elle fait du streaming de musique, je pense qu'à peu près tout le monde dans la salle connaît Spotify. Aujourd'hui, Spotify, c'est plus de 1600 collaborateurs et elle a été valorisée à près de 10 milliards de dollars. Et pourquoi Spotify inspire autant de cargos cultes? En fait, en 2012, 2 coachs qui travaillent chez Spotify ont écrit un document dans lequel ils décrivent l'organisation Spotify. Alors, du coup, ça donne un peu une recette miracle, d'une certaine façon, pour mettre en place l'organisation de Spotify. En fait, c'est pas du tout l'objet de ce document. Dans la préface de ce document, en fait, les 2 auteurs expliquent que ce document représente une photo, à un moment donné, de l'organisation de Spotify. C'est-à-dire que, en fait, l'organisation de Spotify n'est pas née directement comme ça. Elle s'est construite progressivement, de façon incrémentale et itérative, en fonction des besoins de l'organisation pour pouvoir faire face aux challenges qu'elle avait à relever. En fait, c'est l'amélioration continue qui a permis d'atteindre cette organisation qui est décrite à un moment donné et qui lui a permis d'évoluer encore par la suite. Ce qui veut dire que prendre cette organisation telle qu'elle et l'appliquer dans son entreprise pour mettre en place une organisation à la Spotify, ça n'a absolument pas de sens en fait. On est vraiment dans de l'imitation sans comprendre et donc dans du cargo culte. Il y a des chances que ce soit aussi efficace que de construire un avion en paille. Il y a autre chose en fait que nous expliquent les auteurs dans cette préface. Ils nous disent que ce qui est décrit en fait dans ce document à propos de l'organisation des escouades, c'est comme ça qu'on appelle les équipes projet chez Spotify. Donc ce qui est décrit sur les escouades en fait, c'est une moyenne, c'est ce qu'on observe en général dans les escouades chez Spotify. Pourquoi? Parce que chez Spotify, les escouades, elles sont auto-organisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque équipe est autonome pour choisir et pour faire évoluer sa façon de travailler. Donc en fait, le document ne peut pas reprendre tous les modes de fonctionnement des escouades, mais nous donne une organisation générale. Et là, en fait, comme dans tout le reste du document, on se rend compte que finalement, ce qui fait que ça marche, l'organisation Spotify, c'est pas tant les pratiques d'organisation elles-mêmes que la culture de Spotify. Une culture qui s'appuie fortement sur des valeurs de l'agilité. En fait, ces 2 derniers jours, on a parlé pas mal d'agilité pour parler de transformation digitale et c'est pas un hasard. La transformation digitale, elle s'appuie sur les valeurs de l'agilité. Et donc sur la culture agile. Alors, je vous parle de l'organisation Spotify. Ça ressemble à quoi? Donc dans ce fameux document de 2012, il y a ce schéma-là. Et vu de loin, ça ressemble fortement à une organisation matricielle. Bon, dans le document, il précise bien, ça ressemble à une organisation matricielle, mais c'est pas exactement ça. Je vous invite à aller lire ce document, il est vraiment éclairant. En tout cas, une organisation matricielle, c'est quelque chose de connu pour une entreprise classique. C'est facile à imiter. C'est simple. On reprend les équipes, on les renomme en chapitres. On prend les projets, on les renomme en escouades. Et hop, le tour est joué. J'ai une organisation à la Spotify. Et du coup, je vais pouvoir avoir des résultats miraculeux. Bon, on voit bien que si on fait ça, en fait, on n'a pas transformé son organisation,
Au mieux, on l'a déguisé. Et effectivement, il y a des chances que ce soit aussi efficace que des écouteurs en noix de coco. Alors, comme je vous le disais, ce qui fait que ça marche chez Spotify, c'est la culture agile, les valeurs de l'agilité. Dans nos entreprises historiques, on a souvent une organisation très pyramidale, très hiérarchique, et donc très loin des valeurs de l'agilité. Et du coup, on a des chances qu'au moment de mettre en place une organisation à la Spotify, on ait un vrai choc de culture. Un peu comme nos papous qui découvrent la culture occidentale, et il y a un vrai choc de culture. Bon, moi, c'est comme quoi les coïncidences parfois. Il y a quelques jours, on m'a parlé d'une grande banque parisienne qui a décidé de mettre en œuvre une organisation à la Spotify. C'était la semaine dernière à Agile France qu'on m'a expliqué ça. Alors, c'est beaucoup trop tôt pour dire si ça va marcher ou pas. Hein. Par contre, je connais les valeurs qu'il y a dans cette banque et je sais qu'elles sont très éloignées des valeurs agiles. Et donc, du coup, je me dis, il y a des chances que ça fasse du beau cargo culte. Donc, je vais suivre le sujet. En tout cas, je vais vous montrer là par quelques exemples comment l'organisation de Spotify en fait est basée sur certaines valeurs et que dans cette banque-là, en fait, ces valeurs ne sont pas là. Et pourquoi donc on a des risques de cargo culte. Mon premier exemple, c'est là. Mon premier exemple en fait, porte sur les escouades. Les escouades en fait, elles sont stables dans le temps. Et elles ont une mission long terme. Chaque escouade a une mission sur le long terme. Et sa mission, en fait, c'est d'être responsable d'une partie du produit de Spotify. Responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'escouade est responsable de comprendre le besoin des utilisateurs, de définir ce qu'il faut développer dans le produit, de le développer, de le maintenir, etc. De le livrer en production. Voilà, ce sont des équipes vraiment autonomes. Pour L'avantage en fait d'avoir une mission sur le long terme, ça veut dire que les personnes, les collaborateurs dans les escouades ont le temps de devenir des experts sur leur sujet. Ce que cette organisation-là révèle, là, en termes de valeur, c'est déjà de la confiance. On fait confiance aux équipes. Et on leur donne l'autonomie nécessaire pour pouvoir utiliser cette confiance. Ça montre aussi qu'on valorise le droit à l'erreur. En effet, si je n'ai pas le droit de me tromper, si l'escouade n'a pas le droit de se tromper, comment peut-elle décider de développer telle ou telle fonctionnalité plutôt que telle autre, si elle sait qu'elle va être punie si ça se passe mal, si c'est pas ce que l'utilisateur voulait. Ça valorise aussi l'auto-organisation. Chaque escouade est libre, comme je vous le disais, de s'organiser de la façon qui lui paraît la plus efficace. Voilà, donc tout ça, ce sont des valeurs clés de l'agilité. Alors, pour parler de cette fameuse grande banque, chez eux, une grande partie de la DSI, des collaborateurs de la DSI, ce sont des prestataires. Alors c'est pas mal d'être prestataire, hein. C'est juste que y a du turnover. C'est compliqué d'avoir une équipe stable sur le long terme. En plus de ça, dans cette entreprise, parfois il arrive que le management prenne une équipe et la déplace dans un autre service sans forcément expliquer vraiment pourquoi. Et là, en termes d'auto-organisation, on en est loin, quoi. Et de respect aussi, d'ailleurs. Donc du coup, on voit qu'on est loin des valeurs de l'agilité, des valeurs de Spotify. Un autre exemple, ça c'est un espace de travail chez Spotify. Alors chez Spotify, chaque escouade a un espace de travail adapté à sa façon de travailler. Dit comme ça paraît évident, non? D'avoir un espace de travail adapté à sa façon de travailler. Cet espace, il est spacieux, ça aussi, ça pourrait paraître évident. Et en général, il est découpé en 3 parties. Il y a une partie où sont les bureaux, les postes de travail. Ensuite, il y a une partie pour se réunir et une partie pour se relaxer. La plupart des murs, en fait, sont des tableaux blancs. Et en fait, le product owner, c'est-à-dire la personne qui est plus chargée de définir les besoins qu'on va développer dans la partie du produit dont est responsable l'escouade. Donc le product owner fait partie de l'escouade et donc il travaille au même endroit que tout le reste de l'escouade. Voilà par exemple un exemple, un espace de réunion en fait d'une escouade chez Spotify.
ça, on voit que ces espaces de travail, en fait, ils ont été pensés pour permettre la collaboration, la co-construction et l'intelligence collective. Qu'en est-il dans notre grande banque? Alors là aussi, cette grande banque, elle a fait fort en termes d'innovation pour penser ces espaces de travail. Bon, déjà, dans une première étape, elle a décidé de déplacer l'ensemble de la DSI à l'autre bout de Paris par rapport aux métiers et aux product owners. Parce que, comme le disait Fred Leguédois hier, pour planter son projet, il n'y a rien de tel que de séparer les gens, hein, donc allons-y, faisons-le gaiement. Mais ils sont allés plus loin, en fait. Ils ont inventé 2 concepts complémentaires, le Flex Office et le Clean Desk. Concrètement, c'est quoi? C'est vous faites jouer chaque jour à vos collaborateurs aux chaises musicales. En gros, chaque soir, chaque collaborateur doit prendre toutes ses petites affaires, son ordinateur portable, son cahier, son crayon, la photo de son chien, son cactus, prendre tout ça dans ses bras et aller le déposer dans un casier qui ferme à clé bien sûr. Puis le lendemain matin, prendre tout ça, prendre dans ses bras et partir à la recherche d'une place pour s'installer. Alors, d'où vient cette magnifique innovation efficace pour le travail en commun? Et en fait, il y a des managers qui sont passés dans les open space et qui se sont rendus compte qu'il y avait régulièrement des places libres. Oui, parce que dans la convention banque, ils ont beaucoup de congés. Et donc, du coup, il y a souvent des gens qui sont en congé. Et donc, ça veut dire que, concrètement, il y a de la place dans les open space et donc on paye de l'espace pour rien. Donc, on va faire des espaces plus petits. Si mes collaborateurs, en fait, ont 20% de leur temps qui est des congés, si j'enlève 20% de la place de mes open space, globalement, en moyenne, tout le monde aura toujours une place, mais j'aurai pas de place inoccupée. Bon alors déjà, il y a eu un petit bug dans le calcul, c'est que, comme je vous disais, la plupart des collaborateurs de la DSI, ce sont des prestataires, et que les prestataires sont sous la convention Syntec, qui ont donc beaucoup moins de congés qu'en convention banque. Donc régulièrement, il manque de la place, et les collaborateurs sont obligés de partir à la recherche de place à d'autres étages que le reste de leur équipe, voire dans d'autres bâtiments. Je ne vous parle pas de l'efficacité du truc. Voilà, donc on est quand même bien loin de la culture de Spotify. Je vais vous donner un dernier exemple. Chez Spotify, ils ont mis en place en fait un système de sondage. Chaque escouade s'auto-évalue chaque trimestre sur un certain nombre de thématiques pour savoir en fait, pour pouvoir exprimer en fait au reste de l'entreprise ce sur quoi elle se débrouille bien, ce sur quoi elle a besoin d'aide. Et on donne aussi la tendance. Donc c'est de l'auto-évaluation. L'objectif de cette pratique, c'est de pouvoir identifier les sujets sur lesquels une escouade a besoin d'aide de façon à lui apporter un accompagnement adapté. Donc ça, en fait, déjà, ça nécessite de la confiance. Pourquoi? Parce que faut avoir hyper confiance en son management pour dire que là-dessus, on est mauvais. Il faut avoir confiance en la bienveillance du management, sur le fait que le management ne va pas utiliser ces indicateurs-là pour punir l'équipe, mais au contraire pour l'aider. Et ça valorise aussi l'amélioration continue. Le fait qu'on progresse et qu'on puisse afficher qu'on progresse, ça valorise l'amélioration continue. Je vais parler une dernière fois de cette grande banque. On m'a raconté en fait que dans cette banque-là, quand on met en place un indicateur, en fait, il devient une mesure de la performance d'une équipe. Ce qui veut dire que c'est très mal vu quand les indicateurs ne sont pas tous au vert. Et donc, mécaniquement, les indicateurs sont tous au vert. C'est ultra efficace, à peu près autant qu'un avion en paille. Bon, donc on a vu en fait que pour faire votre transformation digitale, vous inspirer des licornes, les imiter sans forcément comprendre, c'est pas une bonne solution. Donc comment on va faire? Je vais pas vous laisser sans réponse aujourd'hui. En fait, il faut que vous trouviez votre propre chemin. Et votre chemin, il commence en fait à votre endroit à vous, c'est-à-dire à la situation où vous en êtes aujourd'hui. Et ça ne peut pas être la même que celle du voisin. Et la première étape que vous devez atteindre, vous devez imaginer là où vous voulez aller. Vous devez construire la vision de votre entreprise dans ce monde digital. Sa raison d'être. C'est un des orateurs d'hier qui parlait de raison d'être. La raison d'être, en fait, c'est ce qui va faire que vous allez être capable, tout au long de cette transformation digitale, de tenir le coup, parce que la transformation digitale, c'est long et c'est difficile. On a dit c'est un changement de culture, et un changement de culture, c'est long, c'est difficile. Donc cette vision, cette raison d'être, elle doit être ambitieuse, mais réaliste
et surtout motivante pour les équipes. D'ailleurs, si vous pouvez co-construire la vision avec vos équipes, c'est encore mieux. C'est la meilleure façon de les impliquer. C'est-à-dire qu'au lieu de subir la transformation digitale, ils en deviennent des acteurs. Donc l'idée, c'est de co-construire la vision avec vos collaborateurs. Par exemple, Spotify, sa vision, sa mission, la mission que Spotify s'est donnée, c'est rendre accessible à tous la musique qu'ils veulent, à tout moment, par un moyen complètement légal et accessible. C'est sexy comme vision, comme mission. Beaucoup plus que devenir le premier acteur mondial de streaming de musique. D'un côté, on a en fait une vision darwinienne où il faut être le premier, le meilleur et battre les autres. De l'autre côté, on a une vision humaniste, en fait, où on va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour que l'humanité soit meilleure. Et ça, c'est motivant. Ça va nous aider à tenir tout le long de la transformation digitale. Bon, ensuite, une fois que vous avez défini cette vision, il faut quelqu'un pour la porter. Il vous faut un sponsor. Alors un sponsor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va s'engager personnellement sur les décisions stratégiques, même s'il se fait conseiller pour avoir de bonnes décisions stratégiques. C'est quelqu'un qui sait en fait que la vision de l'entreprise, c'est pas une option, c'est une question de survie. C'est quelqu'un donc qui va être capable de ne pas renoncer en cours de route, qui va pas rebrousser chemin, et qui va même exhorter les troupes en leur disant de garder foi, et qui va prendre soin de ses troupes. Le sponsor, c'est aussi celui qui a les moyens d'aider ses troupes à passer toute la transformation digitale. Et enfin, un bon sponsor, c'est quelqu'un qui est capable de commencer par changer lui-même avant de demander aux autres de changer. Pourquoi? On l'a dit, la transformation digitale, c'est un changement de culture. Et un changement de culture, la culture d'une entreprise, en fait, elle est à l'image de ses dirigeants. Donc si le dirigeant n'évolue pas, la culture de l'entreprise ne pourra pas changer. La culture de l'entreprise, elle a changé de la tête aux pieds. Du coup, je disais, il faut que le sponsor donne les moyens aux équipes de passer à la transformation digitale. Ces moyens, quels sont-ils? On l'a dit, pour éviter le cargo culte, il faut qu'on comprenne le fonctionnement des choses qu'on est en train de mettre en place. Sinon, c'est aussi efficace que des avions en paille. Ok. Comment on fait? Déjà, on commence par fournir aux équipes, et à soi-même aussi, quand on est sponsor, de l'accompagnement et du conseil. Moi, je vous conseille de recruter des coachs ou des consultants expérimentés qui vont s'attacher plus aux valeurs et à la conduite du changement qu'à des méthodes ou à des frameworks. Voilà. Et surtout, donnez-leur les moyens de faire leur boulot correctement. Il faut que ces accompagnants puissent intervenir à tous les niveaux de l'entreprise, du top management jusqu'aux équipes de production, les équipes informatiques, certes, mais aussi des équipes de service client, des équipes achats, RH, compta, en fait, pour pouvoir amener toute l'entreprise dans la transformation digitale. Ensuite, vos collaborateurs vont devoir découvrir de nouvelles choses, s'approprier de nouvelles façons de travailler. Il va donc falloir les former. Et c'est très important, il faut leur donner les moyens de se former, et même de choisir sur quoi ils doivent se former. Essayez de privilégier des formations en équipe, c'est bon pour la cohésion de groupe, et des formations plutôt pratiques que théoriques. Un élément important, un moyen important, c'est le temps. Comme je le disais tout à l'heure, la transformation digitale, c'est un changement de culture. Une entreprise historique qui a mis 50 ans à bâtir sa culture ne peut pas changer de culture en quelques mois. Ça va forcément prendre du temps. On a eu hier, on nous parlait de 7 ans pour libérer l'entreprise. L'exemple chez Harley Davidson, je crois. Voilà, ça prend du temps. Ça veut dire qu'il va falloir être patient. Et il va falloir tenir sur la durée. Et pour ça, il va falloir amener du soutien aux équipes. Du soutien qui va en fait déjà récompenser, valoriser toutes les expérimentations, qu'elles réussissent ou qu'elles échouent d'ailleurs, parce que expérimenter en soi, c'est bien. On va valoriser, célébrer les réussites, mais il est important aussi de parler des échecs, de ne pas stigmatiser les échecs, et au contraire d'en tirer des leçons. Et ces leçons, il est important de les partager à l'échelle de l'entreprise. Donc le partage, c'est un moyen important aussi. Donnez les moyens à vos équipes de partager en interne, à travers par exemple des communautés de pratique, créer des ambassadeurs, etc. Mais aussi en externe, dans des conférences par exemple comme aujourd'hui, pour faciliter la cross-fertilisation. Vos employés vont ramener de bonnes idées dans l'entreprise, mais vont pouvoir aussi donner de bonnes idées à d'autres entreprises dans la communauté.
Ok. Alors, donc je disais, il est important de se faire accompagner. Méfiez-vous des marabouts. On a dit, hein, la transformation digitale, c'est mettre en œuvre une culture agile. Oui, celui-là fait démarrer les motos russes. Euh, donc mettre en œuvre une culture agile, bon, moi personnellement j'ai rencontré pas mal de marabouts, on va dire, des personnes en fait qui ont la recette miracle, en fait, qui va faire que votre organisation va devenir agile. Alors, je vais vous donner quelques tuyaux pour les repérer de loin. Alors déjà, quand vous recevez un candidat qui ne vous pose pas de questions sur votre vision d'entreprise, alerte. Quand la première chose que ce candidat fait, c'est de vous parler du dernier framework à la mode ou de la dernière méthode à la mode, au hasard, safe, design thinking, etc., pareil, alerte. Enfin, quand ce candidat vous dit « j'ai une méthode éprouvée et je vais pouvoir agiliser votre organisation en 3 mois, 6 mois », enfin il vous donne un délai, un peu comme ce marabout vous promet le retour de l'être aimé en moins de 48 heures. Sachant que ce candidat en fait n'a même pas rencontré un seul de vos collaborateurs et donc n'a pas pu mesurer la distance entre votre culture d'entreprise et la culture agile, donc il ne peut pas avoir d'idée de ça va être facile ou pas, et qui vous donne un délai, ça c'est un gros signal de marabout. Et le marabout est un allié de choix pour mettre en œuvre du cargo culte agile, et donc du cargo culte organisation agile. Ok. La transformation digitale, on a dit que c'était long, c'était difficile, mais c'est surtout un monde d'opportunités à explorer. Et en fait, comme on l'a dit, il faut que vous trouviez votre chemin. En tant que chef d'entreprise, qu'entrepreneur, vous avez en fait une mission, c'est de trouver votre chemin et de guider toute votre entreprise sur ce chemin. Et pour faire cela, il y a 2 choses que vous ne devez pas perdre de vue. D'abord, votre destination, on en a parlé, c'est la vision que vous allez construire et que vous voulez atteindre. Mais l'autre chose, c'est votre kit de survie. Et le kit de survie, c'est quoi? C'est les valeurs de l'agilité. C'est ça qui va vous permettre progressivement de transformer la culture de votre organisation et de surmonter tous les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer sur le chemin. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Je vous remercie. Merci beaucoup, Émilie. Moi, ce que j'ai retenu, d'abord, les banques, ça vous inspire hein, en ce moment, donc sympa. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que finalement, il n'y a pas de... Dans les organisations, il n'y a pas de modèle de prêt-à-porter, il n'y a uniquement que du sur-mesure. Et c'est ça que je retiendrai de ton intervention. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser à Émilie? Bonjour, Martine Leroy, développement des process et développement managérial. J'ai bien aimé votre présentation. Vous avez évoqué rapidement, moi j'étais pas là hier, je suis désolée, l'entreprise libérée. Moi je vois une conjonction pleine et entière sur le fait de mettre en place une transformation liée au digital et un vrai changement de culture. Est-ce que vous avez vécu vous-même des implantations, enfin des changements d'entreprises qui voulaient partir vers, je dirais, la philosophie d'entreprise libérée, tout en assurant leur transformation digitale? Non. En fait, j'ai été dans une entreprise qui a tenté, enfin, qui s'est mise sur le chemin de l'entreprise libérée en mettant en place de l'holocratie. Mais c'était une boîte de conseil, donc la transformation digitale était déjà acquise. Donc j'ai pas... en fait, j'ai plutôt été du côté des accompagnants que des gens qui ont vécu la transformation. Et j'ai pas eu l'occasion de vivre ça, effectivement. Mais je pense que relever... En fait, changer beaucoup de choses à la fois, c'est encore plus difficile. Mais d'un autre côté, comme ce sont 2 choses qui vont un peu de pair, en fait, ça peut être... Enfin, ça peut être au contraire, comment dire... plus efficace. Par contre, je pense que ça nécessite un accompagnement plus fort et peut-être plus varié aussi, en fait. Faire intervenir différents types d'acteurs de façon à couvrir tous les sujets et les faire collaborer ensemble aussi. Voilà.
Oui, ce qui est essentiel, c'est parce que ça dépend ce qu'on entend par entreprise libérée, qui est un concept qui a déjà beaucoup évolué, y compris de la part de celui même qui l'a créé, Isaac Getz, en tout cas qui l'a un peu conceptualisé. Mais je pense que l'enjeu est effectivement un enjeu de sens et un engagement des collaboratrices et des collaborateurs. Et je renvoie d'ailleurs à ce qu'a dit hier mon camarade Guillaume Cordelier, qui est tout là-bas, et que vous, si vous ne l'avez pas vu sa brillante intervention, vous pourrez la retrouver sur le site de NWX. Et merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Émilie.